Bonjour, bonsoir chers amis, me voici de retour. Mac Lushimba, Big Mac pour les amis. Aujourd'hui c'est dimanche, le 17 août 2020. Mon sujet d'aujourd'hui c'est à propos du docteur Denis Mukwege. Vous savez, si vous allez sur les réseaux sociaux, il y a maintenant une sorte de combat qu'on est en train de mener contre le docteur Denis Mukwege par le régime de Kigali. C'est pour cela que j'ai intitulé ma vidéo « Pourquoi le docteur Denis Mukwege inquiète le régime de Paul Kagame ?» Le régime nazi, le régime fantoche de Kigali. Pourquoi brusquement un Congolais, un docteur, une personne qui n'est pas armée, qui n'est pas général d'armée, qui n'a jamais trempé dans des tueries, pourquoi seulement quand il parle, parce qu'il a parlé, automatiquement à Kigali, il y a eu tollé. C'est de cela que je voudrais parler tout de suite. Pourquoi le docteur Denis Mukwege, notre fierté nationale, notre prix Nobel de la paix, pourquoi commence-t-il à inquiéter le régime fantoche de Kigali? Comme d'habitude, vous le savez, des Rwandais entrent au Congo et des Ougandais. Car selon eux, ils sont dans le territoire conquis. Et nous savons qu'ils ont déjà tué des millions et des millions de Congolais dans leur guerre, c'est-à-dire de dépeuplement du territoire congolais, la guerre de l'accaparement des terres des Congolais. Cette même guerre est en train de les servir à voler les richesses du Congo. Car le Rwanda, c'est un petit pays pauvre qui n'a rien. Alors, ils sont entrés dans des deals avec les Occidentaux pour faire ce qu'ils sont en train de faire au Congo. Ça fait une vingtaine d'années que le Rwanda et l'Ouganda entrent au Congo, directement ou bien par personne interposée, à travers d'autres milices. Ils ont tué beaucoup de Congolais. Ils contrôlent beaucoup de parties des terres des Congolais dans l'Est. Ils exploitent nos richesses. Le Rwanda n'a pas du coltan, quoi qu'on nous dise. Le Rwanda n'a pas de l'or. Mais comment se fait-il, Paul Kagame s'est construit des raffineries d'or et raffineries de coltan au Rwanda? C'est pour vous dire que selon eux, avec ses maîtres, c'est-à-dire Kagame, le régime Kagame avec ses maîtres, ils se sont déjà mis en tête qu'ils resteront au Congo pendant longtemps. Un Congolais doit savoir ça. Parce que quand on voit un peu la carte, il n'y a pas d'or au Rwanda, il n'y a pas de coltan au Rwanda. Mais brusquement, Kagame construit les raffineries, 2 raffineries d'or et de coltan. Comment est-ce que tu peux construire des raffineries pour travailler, fignoler une matière première dont tu n'as pas dans ton sous-sol? N'est-ce pas la sorcellerie? C'est-à-dire, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Pas seulement le Rwanda, il y a aussi l'Ouganda. Quand vous allez dans l'Est, ils ont même aménagé des routes pour pénétrer dans l'Est du Congo, tuer les gens, déplacer les Congolais, s'accaparer des richesses et les ramener au Rwanda ou bien en Ouganda. C'est ça. Ils ont fait toutes choses qu'ils pouvaient faire au Congo, toutes sortes de mal. Le mal qu'on peut s'imaginer a été fait au Congo. Mais aujourd'hui, curieusement, ils ont tué dernièrement des gens à Kipupu. Le docteur Mukwege
a tweeté que, en tout cas, ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut vraiment qu'on punisse ceux qui font ce mal-là. Et dans plusieurs de ses discours, de ses allocutions, le docteur Mukwege ne manque pas d'insister que, aussi longtemps qu'il n'y aura pas un tribunal international pour les crimes commis en République démocratique du Congo, un tribunal international pour se pencher sur le génocide du peuple congolais, il n'y aura jamais de paix au Congo. C'est-à-dire, il n'y aura jamais de paix véritable entre la République démocratique du Congo et le Rwanda de Kagame. Entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda de Museveni. C'est ce que nous devons nous mettre en tête. Il y a eu des troubles au Rwanda en 1994. Il y a la version officielle qu'on nous montre nous tous. Mais quand vous allez dans les recherches, vous allez voir que ce qu'on nous a toujours raconté, ça fait maintenant 25 ans. Ce n'est pas la vraie version. C'est la version concoctée par les impérialistes qui ont poussé Kagame dans une aventure que s'il fallait que Kagame lui-même, avec un petit groupe de Tutsis, puisse faire ça, il ne pouvait pas réussir. Le but était de contrôler l'Afrique centrale, spécialement la région des Grands Lacs, qui par nature, historiquement parlant, est le précaré de la Belgique et de la France. Avec le progrès technologique, avec la chute de l'URSS, Oncle Sam, les États-Unis d'Amérique sont restés le seul, ou bien la seule puissance sur Terre. L'Amérique maintenant voulait jouer le jeu d'échiquier, ce qu'on appelle la guerre géostratégique. L'Amérique entendait maintenant qu'il est seul au monde. Personne ne peut arrêter la main des États-Unis d'Amérique. C'est en ce temps-là qu'une nouvelle sorte de guerre a commencé à Washington. C'est-à-dire créer des troubles, inventer n'importe quoi pour que l'armée américaine, si pas l'armée américaine directement, les subalternes, les domestiques, les puppets, donc que l'Amérique pouvait envoyer quelque part, pouvait faire le job que l'Amérique pouvait faire. C'est-à-dire de contrôler, donc de s'accaparer des terres, les contrôler, les exploiter pour le bénéfice des États-Unis d'Amérique. C'est dans cet état d'esprit qu'ils ont vu qu'au Congo démocratique, il y a trop de richesses. Comment y entrer? L'Amérique, par tradition, n'a pas colonisé le Congo. Il fallait passer par Belgique. Donc, tout ce qui s'est passé au Rwanda et au Congo, ne nous trompons pas, chers frères et sœurs congolais, ça s'est fait avec la complicité de la Belgique. En bref, pourquoi? Parce que la Belgique a perdu de puissance devant la France. Regardez, Mobutu coopérait plus. Il a bien commencé avec la Belgique, il a mélangé ses affaires avec les Français, mais il a fini dans les mains de la France. Et les Belges se sentaient délaissés. Il y a eu des contentieux belgo-zaïrois, on peut vous raconter beaucoup d'histoires. Mobutu n'était pas en bon terme avec les Belges. À la fin de son règne, à la fin de sa vie, Mobutu était dans les mains des Français. Et les Belges, se sentant délaissés, jaloux, ne sachant pas comment bousculer la France, qui est une puissance devant la Belgique aussi, les Belges ont fait recours aux États-Unis d'Amérique. Venez nous aider pour que nous puissions bousculer la France. Et nous allons ensemble nous partager les dividendes. C'est comme ça. Ils ont appelé les États-Unis. C'est avec la bénédiction de Bruxelles. Mais ce que les Belges ignoraient, c'est que tu ne peux jamais envoyer quelqu'un. C'est ce que me disait mon père chaque fois. Il y a 3 choses que tu dois faire toi-même. Si tu commets l'erreur d'envoyer quelqu'un pour faire ces 3 choses à ta place, tu risques de pleurer dans ta vie. Number 1,
c'est chercher du boulot. N'envoie pas quelqu'un pour chercher du travail pour toi. Il ira là-bas, il trouve le travail qui le plaît, il prend ça. Il vient te dire non, on n'engage pas tout ça. Numéro 2, number 2. N'envoie jamais quelqu'un pour chercher une femme pour toi. Oh, la personne peut aller là-bas. Ils trouvent la femme, ils font leur couple là-bas, ils viennent te dire non, madame, tout ça. Il prend la femme. Numéro 3, on n'envoie jamais quelqu'un pour Koufatandeni. Hein? Donc quelqu'un te doit de l'argent, toi tu dis, oh, je ne me sens pas bien, j'ai la paresse. Mais va un peu suivre mon argent là, qu'on me revient. Je peux aller là-bas, j'ai des problèmes. La personne peut aller là-bas, la personne a des problèmes, il prend cet argent, au lieu de te le remettre, il doit faire aussi ses business d'abord, manger, puis dire Tagoroudichak. C'est ce que les Belges ont fait en appelant les États-Unis d'Amérique. Les Belges n'avaient pas à l'esprit que grand frère qui vient, il ne vient pas seulement aider les Belges à se partager l'Afrique centrale. Les Américains ont tamponné les Belges. Ils ont créé beaucoup de choses. Ils ont entraîné les Tutsis. En Ouganda, ils leur ont donné beaucoup de munitions. Ils sont entrés au Rwanda. Ils ont vaincu le gouvernement des Hutus. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des munitions. Ils avaient trop de munitions. Avant de conquérir le Rwanda, vous savez ce qu'ils avaient fait? Les chercheurs américains vont vous dire, l'Amérique avait frappé le gouvernement d'Abiyarimana, le gouvernement des Hutus d'embargo sur les armes, même sur l'entraînement militaire. C'est-à-dire, on a coupé, l'Amérique a forcé l'ONU à couper toute coopération militaire avec le Rwanda d'Abiyarimana, tout, même les armes. Comprenez pourquoi maintenant un petit groupe de Tutsis a eu raison de la majorité Hutu au pouvoir. Quand ils ont commencé à se faire la guerre, le gouvernement d'Abiyarimana ne faisait que dépenser les munitions. Mais il n'y avait pas de retour. L'Amérique avait pris soin de boucler pour qu'aucune arme ne soit livrée à Abiyarimana. Mais entre-temps, ils ont ouvert une brèche en Ouganda. Ils ont alimenté la rébellion de Kagame en arsenal sophistiqué. Et puis les mêmes Américains aidaient la rébellion de Kagame à géolocaliser les choses par satellite, tout ça. Ce sont les Américains qui faisaient cette guerre-là, de loin, sur computer. Ils pouvaient voir, les rebelles sont là, le gouvernement est en train de faire ceci. Avec le jeu de l'ONU, l'ONU que vous voyez a joué aussi un mauvais jeu pour que Kagame gagne cette guerre-là. On a envoyé des gens, des militaires de l'ONU, le soi-disant casque bleu, qui prenaient les informations, qui les donnaient à la rébellion de Kagame, qui prenaient les informations, qui les donnaient aux Américains, on mentait à Abiyarimana, tout ça. Ils ont joué tout le jeu là. Leur échec se voyait déjà. Comment? Ils sont allés à Arusha pour les négociations. Je ne peux pas aller dans des petits détails. Abiyarimana a tout accepté. Abiyarimana était pour toutes choses. Négociation, pas de problème. Démocratie, pas de problème. Tous ils peuvent rentrer, pas de problème. Vous allez rédiger une nouvelle constitution, pas de problème. Pour amener la démocratie au Rwanda, pas de problème. Alors, Kagame et ses grands frères ont dit, ah, nous on croyait que ce monsieur allait résister pour que nous puissions l'attaquer. Mais comment est-ce que Abiyarimana accepte toutes choses? Abiyarimana aussi un stratège. Il acceptait tout. Pourquoi? Il savait qu'il est issu de la majorité Hutu. C'est-à-dire, quoi que l'on fasse au Rwanda, Kagame peut être là. Abiyarimana ici, aux élections les plus limpides, les plus claires du monde, Abiyarimana allait battre Kagame parce qu'il est issu de la minorité. C'est ce qui a donné la folie à la rébellion de Kagame. RPF et aux grands frères américains qui disent « Ah, si nous marchons, si nous continuons d'aller sur ce chemin de négociation d'Arusha, nous butons à quelque chose. Allons par la guerre maintenant. » C'est pour cela qu'ils ont attaqué le Rwanda avec la complicité de l'ONU, Minuar. La Minuar aussi faisait entrer des armes
comme la MONUSCO est en train de le faire au Congo. Les 3 missiles qu'on avait utilisés pour faire tomber l'avion d'Abiyarimana étaient venus de l'Ouganda, bien enregistrés dans le stock de l'armée ougandaise. On les a fait traverser de l'Ouganda jusqu'au Rwanda. Comment est-ce qu'on les a cachés quelque part? Mais pour les transporter maintenant sur la colline de Masaka, là où on les a utilisés pour faire tomber l'avion d'Abiyarimana. Qui a transporté ça? C'était l'ONU. On les a transportés dans les véhicules de l'ONU, comme la MONUSCO est en train de nous donner de la peine au Congo. Ainsi, le dernier coup, c'était s'emparer du Rwanda, non plus maintenant démocratiquement, parce que si on y allait démocratiquement, Kagame allait perdre et les Américains allaient perdre. Il fallait faire ce qu'on appelle en anglais le forcing. Ils ont commencé la guerre, déranger les petites provinces là-bas des alentours, une guerre là. Ils ont calculé quand Abiyarimana était en Tanzanie, à Arusha. Ils ont attaqué fortement. On a appelé Abiyarimana que Mzee, ne reste pas là-bas longtemps. Il y a des attaques terribles, sinon tu risques de te retrouver dehors pour toujours. Abiyarimana a dit aux gens, après les négociations, Bandouk, on pouvait continuer d'autres jours de négociations, mais ça ne prenait pas un jour, ça s'étalait sur plusieurs jours. Abiyarimana a dit aux gens, au revoir, chez moi, il y a des attaques, on risque de prendre la capitale Kigali. Tout cela était fait avec la bénédiction de l'oncle Sam. C'est-à-dire, Umchokoze, tu attaquer ça, il va venir. Quand il sera maintenant en l'air, nous sommes prêts avec nos missiles. Mobutu jouissait du service secret des Français. Mobutu avait un peu une idée de ce qui se tramait autour d'Abiyarimana. On lui disait, Mobutu, fais attention. Ce n'est pas le moment de voyager en désordre. Mobutu a appelé Abiyarimana dans un coin, mon frère, pourquoi tu veux rentrer à Kigali ce soir? Pourquoi ne pas attendre même demain? On va rentrer ensemble, par avion, et puis mon avion, je vais envoyer toujours mon avion, on va te faire descendre à Goma. Et puis à partir de Goma, tu vas rentrer à Kigali gentiment. Puisqu'en ce temps de guerre, ce n'est pas donc bien de prendre les avions en désordre. Abiyarimana était tellement excité, pouvoir, on va, donc si je ne vais pas, je ne rentre pas aujourd'hui, je ne sais pas, sorry Mobutu, où je dois rentrer. Mobutu a dit, ok, pas de problème. Abiyarimana est rentré. Pourquoi Mobutu le savait? Mobutu soupçonnait quelque chose, pourquoi? Il jouissait de l'apport des services secrets français. Tu vois comment les Blancs sont? Eux-mêmes se connaissent ce qu'ils font. Derrière vous, les Noirs, ils vous utilisent comme les jeux d'échecs. Tout ça. Abiyarimana est rentré à Kigali. L'avion n'a pas atterri directement. Parce que les Tutsis s'étaient déjà infiltrés jusqu'à Kigali depuis longtemps. Ils étaient même dans les services là de l'aéroport. Ils ont placé sciemment un avion sur la piste présidentielle d'Abiyarimana. Une piste réservée au président seulement. Quand Abiyarimana revenait, il a vu déjà, il y avait un avion sur sa piste. On a appelé la tour de contrôle. Ils ont dit, oh, l'avion du président, ok, donnez-nous quelques minutes. Nous allons dégager cet avion pour que vous puissiez atterrir convenablement. Donc l'avion d'Abiyarimana était condamné à faire des tours en attendant qu'on puisse dégager la piste. En faisant les tours, qu'est-ce qui s'est passé sur la colline de Masaka? Les tireurs de missiles étaient en train de viser, de calculer. Ils passent, ils règlent. Ok, règle un peu, on va l'avoir. Allez, tour de contrôle. Dis encore aux pilotes de faire encore un autre tour. Pour qu'ils puissent ajuster leurs missiles. Non, 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 ne descends pas. Pilote, attends un peu de patience. L'avion a fait encore un autre tour. Jusqu'à ce que le monsieur qui était caché sur la colline de Masaka était maintenant sûr que cette fois-ci, il va savoir qui nous sommes. On a dit maintenant à l'avion présidentiel, tu peux atterrir maintenant. Quand l'avion commençait à atterrir, tu vois, ce n'était plus haut, ça commençait à atterrir. Les gens qui étaient avec les missiles étaient maintenant... L'avion du président Abiyarimana était dans leur trajectoire. Ils ont shooté. 1, 2, l'avion est tombé sur la présidence. À l'intérieur, il y avait le président Hutu Burundais qui était là. Abiyarimana s'est cassé la mâchoire. Donc c'était dégueulasse. Et quand ça a eu lieu,
les militaires de Kagame étaient déjà au Rwanda, à l'intérieur à Kigali. Qu'on ne vous trompe pas qu'il y a eu tout ça, non. Ils étaient là, la guerre a commencé, les FPR de Kagame étaient déjà infiltrés sur toute l'étendue du territoire rwandais. Ils ont commencé la guerre cette même nuit-là à Kigali. Donc les militaires gouvernementaux d'Abiyarimana et les rebelles de Kagame qui sont sortis de nulle part. Ils ont commencé à se battre toute la nuit pour prendre la présidence. Mais il s'est fait que les militaires gouvernementaux étaient forts. Ils ont repoussé, donc vous imaginez, de 20h30 quelques, quand on a tiré sur l'avion de Abiyarimana, jusqu'à plus ou moins 5h du matin, on ne faisait que se battre autour de la présidence. Mais quand on vient nous raconter aujourd'hui que les Tutsis sont venus de l'extérieur, les Kagame sont venus de l'extérieur, ils ont rencontré les Hutus en train de tuer les Tutsis, ils sont venus finir le génocide. C'est faux. La guerre a commencé autour de la présidence. Les militaires de Feu Abiyarimana étaient très forts. Ils ont repoussé. Alors ils ont commencé à se battre tous les jours. On a téléphoné les États-Unis d'Amérique, on a informé la Belgique, la France, l'ONU. Il y a une guerre désordonnée à l'intérieur du Rwanda. C'est-à-dire les Kagamistes et les Abiarimanistes étaient en train de se battre au Rwanda. ONU a dit, nous allons voir ce dossier. Qui a lié les mains de l'ONU? Le président Bill Clinton. Il était au courant de tout. On lui donnait le rapport de cette guerre du Rwanda par téléphone. Minute après minute. Clinton a dit, laissez-les se battre. Il y a des gens en France, en Belgique, les journalistes, les lanceurs d'alerte ont dit non. Ça sera une catastrophe parce que les Tutsis sont moins nombreux, les Hutus sont au pouvoir. Ils sont en train de se battre. C'est deux armées qui se battent. Ce n'est pas les civils qu'on est en train d'égorger par donc, les militaires. Non, c'est deux armées qui se battent là-bas. Clinton a dit laissez-les se battre. Il a attendu 3 mois. 90 jours. On a coupé toute la communication avec le Rwanda. Je ne sais pas si vous vous souvenez. On ne pouvait pas téléphoner, savoir ce qui se passe au Rwanda. Clinton. On a enfermé les Rwandais tous et Hutus en train de se battre au Rwanda 3 mois. C'est pour cela qu'il dit 100 jours. 90 jours plus 10. Ils ont tout fait là-bas. Couper la communication pour qu'ils fassent leurs histoires. Avec la bénédiction des États-Unis d'Amérique qui supervisaient tout par satellite. Quand ils ont vu que ce que nous cherchions, on a eu ça maintenant. C'est quand ils ont dit, vous pouvez remettre la communication en place. Dans les coulisses, l'Amérique et les Français se faisaient la guerre. La France voulait dire, non, Amérique, faites ça, faites ça. Ils se battaient. Pourquoi? Conclusion, c'était pour mettre Kagame au pouvoir. Et les Belges étaient contents. Les Belges étaient très contents. Et quelques militaires belges avaient trouvé le mouvement de l'ONU suspect. Ils avaient quelques informations. Ils ont suspecté le mouvement de l'ONU pendant cette crise, les guerres, tout ça. Ils voyaient que les casques bleus de l'ONU faisaient des choses suspectes. Ils ne communiquaient plus avec les militaires. Ils faisaient des choses pour... Donc, pas de coordination pendant la guerre. Parce que les casques bleus de l'ONU, avec les militaires français et belges, ils devaient échanger des informations. Les militaires de l'ONU n'échangeaient pas les informations avec donc les militaires français et les Belges. Alors les Belges ont découvert beaucoup de carnets, beaucoup de choses, beaucoup donc la marche que l'ONU faisait là-bas. C'est pour cela que vous avez entendu qu'on était allé dans un camp militaire au Rwanda, à Kigali. On a tué des paracommandos belges et des Français. C'est l'ONU qui a fait ça. Parce qu'ils savaient la vérité, il fallait les tuer. Ces militaires-là, belges et français, s'ils étaient restés vivants, ils allaient dire ce qu'ils ont vu. Donc la mafia de l'ONU. Vous voyez, l'ONU là qui est au Congo, faites attention. Ce sont des mauvais. Ils jouent le jeu des impérialistes. C'est eux qui nous maintiennent dans la corde. C'était comme ça avec l'histoire du Rwanda. Kagame a pris le pouvoir rapidement là-bas. Et l'Amérique s'est retournée contre les Belges. Les Belges croyaient qu'ils vont maintenant partager les dividendes. Très bien. Automatiquement, Kagame a transformé le Rwanda en pays anglophone. C'est-à-dire prenant le Rwanda du sac de la Belgique et mettant cela dans le sac des États-Unis d'Amérique. Les Belges ont pleuré les larmes de crocodile. Si vous suivez les informations en ce temps-là, les Belges en cours de route, les jeunes,
ont condamné leur papa. Ils leur ont dit, vous êtes des idiots, vous avez fait la politique des imbéciles. L'Amérique est en train maintenant de nous prendre nos colonies comme ça. Tout ça. Les Belges ont fait la grande... Ils regrettent même aujourd'hui pourquoi ils ont appelé l'Amérique pour combattre la France dans le précaré là-bas en Afrique centrale. L'Amérique a bousculé la Belgique. Allez, thank you so much, tu m'as appelé ici, je suis bien. On a transformé le Rwanda en pays anglophone. Pourquoi? Le Rwanda est considéré aujourd'hui comme l'Israël au Moyen-Orient. L'Israël que vous voyez là, c'est l'Amérique qui a fabriqué ça rapidement. Les sionistes. C'est pour contrôler le Moyen-Orient. Et le Rwanda de Kagame aussi, on est en train de construire ça avec les fonds des Américains. Ce n'est pas l'argent des Rwandais. C'est pour que cette histoire-là, le Rwanda reste là pour contrôler l'Afrique centrale, pour déstabiliser. Donc la guerre sera longue et populaire, comme Laurent Désiré Kabila l'avait dit. Attendons-nous à ça. Parce que nous sommes combattus, non pas par les Rwandais directement. Les Rwandais ne sont que des domestiques. Nous sommes combattus par les puissances impérialistes. Et c'était comme ça. Les Hutus sont entrés au Congo. En bref, il y avait plus ou moins 1 500 000 réfugiés Hutus sur le territoire congolais. Il y avait des camps, jamais dans l'histoire du HCR. Cherchez les livres, on va te dire. C'était une concentration de réfugiés sur une terre étrangère, la plus grande de l'histoire depuis qu'on a créé le HCR. Ils n'avaient jamais vu ça. C'est presque tout un pays qui était dehors. 1 500 000. Et ces 1 500 000 là, il y avait un mélange de militaires, civils, tous. Mobutu avait refusé que ces gens-là traversent la frontière pour venir ici. La France lui avait dit, en tout cas, il faut faire attention. Mais les Américains ont pesé. Ouvre la frontière pour que nous puissions désengorger, sinon les gens vont s'entretuer encore, tu vois. L'Amérique faisait ça pour que les Rwandais puissent entrer au Congo et les laisser au Congo. Avec quelle stratégie? Pour déplacer le problème. C'est-à-dire maintenant, le jeu ne se jouera plus au Rwanda. Les Américains vont maintenant prendre soin de sécuriser Paul Kagame. Et les Hutus, vous resterez au Congo. Les Américains ont dit qu'ils ne rentreront pas ici. C'est fini, qu'ils restent là, en République démocratique du Congo qui était Zaïre. C'était leur stratégie. Bien qu'étant au Congo, cette masse importante de Hutus inquiétait encore le pouvoir de Kagame. Parce qu'ils croyaient que les Hutus là, c'était des militaires aussi, l'armée était dans leurs mains. Ils peuvent se réorganiser et rentrer encore, shooter Kagame. Ils pouvaient le faire si Kagame n'avait pas le soutien des Américains. Les Hutus avaient tous les moyens de rentrer encore, reprendre le pouvoir. C'est pourquoi Kagame a pleuré. Les Américains ont dit, bas la terre, nous allons t'aider. Ils ont tout joué à l'ONU, décourager cela, casser ceci, tout pour sécuriser Kagame. Kagame était seulement inquiet. Ces gens-là qui sont au Congo, 1 500 000, un grand frère. Moi, en tout cas, je ne parviens pas à dormir. Les Américains disent, on va régler ce problème. Comprenez pourquoi il fallait, après avoir sécurisé Kagame, donc s'assurer qu'il a maintenant le pouvoir. Bien qu'il s'était caché là-bas, il se fait vice-président, il met un Hutu là, tout ça, fantaisie. Les Américains ont dit maintenant, tu es au pouvoir, nous allons maintenant balayer le Congo. C'est-à-dire balayer les Hutus qui étaient sur le territoire congolais. Il fallait créer une rébellion imaginaire. Parce qu'ils n'avaient pas raison d'attaquer le Congo comme ça. Vous connaissez tout, ils ont cherché un Congolais, le plus ancien opposant de Mobutu, qui n'avait pas mordu à l'hameçon de Mobutu, qui était très sérieux. Donc, même s'il faisait ses aventures là-bas, mais Laurent Désiré Kabila, on l'a trouvé en Tanzanie, il était parmi les seuls Congolais. Bien qu'aventurier, oui, on peut dire tout ce qu'on veut, mais il n'était pas retourné pour lécher les chaussures de Mobutu comme les Tshisekedi, les tout ça et consorts. On a dit c'est le seul homme, si nous le prenons, les Congolais auront confiance en lui, parce que tout ce monde-là qui est au Congo, tous Mobutu les a déjà achetés. Comprenez pourquoi quand les Congolais s'assoient quelque part pour faire des réunions afin de trouver la solution, changer ceci en cela, les Congolais ne réussissent pas. Ils étaient en conférence nationale souveraine. Et la conférence là, avant que je ne passe, c'était la source des problèmes. C'est à cause de papa, les conférenciers là, que nous sommes dans des troubles aujourd'hui. Les Congolais ne sont jamais sérieux.
Regardez même aujourd'hui à Kinshasa. Est-ce que vous avez-vous déjà vu les Congolais se mettre quelque part, dans une réunion, les débats, trouver une solution? Jamais. Ils vont se compliquer et ça va finir comme ça. C'était comme ça avec la conférence de la souveraine. Les Américains étaient impatients. Ils ont dit, nous voulons changer la donne, la carte du monde. Faites votre conférence rapidement, mettez Mobutu de côté, et puis nous allons faire des choses. Qui sait que peut-être, si les papas congolais, les Zaïrois, dans la conférence étaient sérieux, s'ils pouvaient faire rapidement, mettre Mobutu de côté, faire une nouvelle constitution, la transition, tout ça, on pouvait parler d'autres choses, mais ils se sont embourbés. Mobutu a corrompu tout le monde. Tout le monde dans la conférence était corrompu. Les choses étaient restées comme ça. C'est pourquoi les Américains, même les Français ont vu qu'on ne peut jamais faire des coups. On ne peut jamais faire des aventures pour contrôler le monde avec les Zaïrois. Ce sont des aventuriers. Comprenez pourquoi ils sont allés chercher les Tutsis. Bien qu'étant moins nombreux, les Tutsis sont des stratèges. Si vous leur dites, faisons ça, ils vont faire. Pourquoi? Chap, c'est le jeu de la rapidité. Les Congolais sont en tout cas, diaboliques là. S'ils se mettent là, même à Kinshasa, regardez. Ce qui est en train de se passer au Congo aujourd'hui. Les Congolais ne trouvent jamais des solutions. Ils vont s'embourber comme ça. Vous resterez dans ce Congo-là. Même 10 ans, il n'y aura rien de changé. Il y aura toujours de crise en crise en crise. C'est ça la nature des politiciens congolais. C'est pour ça que les Américains même ont un pays riche. On pouvait utiliser les Zaïrois ou bien les Congolais pour contrôler la région des Grands Lacs. Parce que c'est chez nous qu'il y a tout. Mais parce qu'on n'a pas de politiciens qui raisonnent. Les Américains ont vu que nous allons être en retard. C'était un jeu de rapidité. C'est-à-dire, on t'utilise, tu fais ça rapidement, nous captons ceci, nous captons ceci. Peut-être que c'était le Congo aujourd'hui qui allait pivoter dans le sac des Américains. Ça devait être comme le Canada. Un pays là, on devait commencer à parler français et anglais. Les Américains allaient venir parachuter là-bas, bloquer le français, les Belges, tout ça. On allait être en sécurité pour sécuriser tous les petits pays des alentours. Mais à cause de nos politiciens idiots, à partir du Zaïre, les Américains ont dit tourne la page. Avec ces gens, on ne fera rien. Ils ont fait des aventures avec une minorité aussi, à côté, pour nous contrôler, nous, une majorité, comme des moutons dans une ferme. Pourquoi nos politiciens manquent de tête? Aujourd'hui, l'Amérique contrôle l'Afrique centrale, la région des Grands Lacs, non pas avec nous. Ils contrôlent ça avec le Rwanda. Les Rwandais maintenant doivent nous dire ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Les Américains les ont aidés. Nous allons balayer. On a cherché Laurent Désiré Kabila, on a créé une fausse rébellion, on est entré au Congo. Avec pour mission, faire partie de Mobutu, oui, entre guillemets. C'était pour balayer le terrain pour qu'on ne puisse plus déranger le pouvoir qu'ils ont mis à Kigali, leur type Paul Kagame, qui avait peur de 1 500 000 Hutus qui étaient encore au Congo. Les Américains ont dit, nous allons jouer le jeu avec l'ONU, les organisations, c'est pour nous. Nous allons balayer ces gens-là, don't worry. Ils ont balayé le Congo de l'Est à l'Ouest. Ils sont allés dans des camps, ils ont tué beaucoup de Hutus. Savez-vous qu'ils avaient même empoisonné la nourriture dans les camps de réfugiés des Hutus? Si vous ne le savez pas, j'ai lu ça quelque part. Demandez aux Hutus, ils avaient des crises de diarrhée, choléra. Les Américains ont vu que non, les Hutus sont nombreux après tout. Ça nous prendra beaucoup de temps pour les éliminer. Comme c'est eux qui contrôlent l'ONU, la Croix-Rouge, les Médecins sans frontières, ce sont les choses des Américains, les Occidentaux. Ils ont amené la nourriture dans les camps des Hutus. Une nourriture là-bas, ils ont mis des acides. Les gens ont mangé, ils étaient fatigués, ils commençaient à suer là-bas. La diarrhée, choléra, beaucoup de Hutus étaient malades. Donc quand on arrive dans un camp comme ça, avant d'attaquer, ils faisaient ça. On arrive dans un grand camp de Hutus qui sont déjà fatigués, malades. Qui va prendre les armes? Qui va se tenir devant l'armée de Kagame? Personne. Beaucoup de Hutus ne fouillaient même pas. On les achevait là-bas. La sanctification de Washington. Ils ont tout fait. Ainsi, ils sont allés dans des camps de Tingi-Tingi. Ils ont chassé les Hutus de l'Est vers l'Ouest. Ils les ont tués comme des animaux. Ils ont jeté leurs cadavres dans le fleuve Congo. Beaucoup de Hutus
Si le fleuve Congo pouvait parler, ce fleuve Congo-là, mes chers amis, je pense que nous allions tous nous étonner. Le HCR sait de quoi je suis en train de parler. Parce que c'est le HCR qui avait les listes, là où se trouvaient tous les noms des réfugiés. Le HCR a commencé maintenant à faire pression après la délocalisation des Tutsis et des Hutus. Le HCR connaît qu'il y a eu à peu près, selon le HCR, entre 750 000 et 1 million de Hutus qui ont manqué à l'appel. Où sont-ils? Nous voulons voir ces gens-là vivants. Vous les avez déplacés de l'Est vers le centre du Congo, même vers l'Ouest. Où sont-ils? Le HCR a commencé à faire pression. Parce que le HCR avait enregistré tous les réfugiés. Mais comme on utilisait Laurent Désiré Kabila, on a lavé les Kagame, les James Kabarebe, on a mis tout ce fardeau-là sur la tête de Laurent Désiré Kabila. Comprenez pourquoi on a envoyé un émissaire américain, j'oublie son nom. Un certain Américain là qui était venu, qui commençait à faire pression sur Laurent Désiré Kabila, que tu as fait tuer beaucoup de gens dans les camps de Tingi et tout ça. Accepte seulement que c'est toi qui les as tués pour que nous puissions savoir comment te protéger et le dossier va passer. Laurent Désiré Kabila a dit, ah, moi je n'ai tué personne. Parce que Kabila savait qu'il ne contrôlait rien. C'était James Kabarebe qui était le commandant des opérations. Donc tous les massacres qui ont eu lieu au Congo, c'était sous la supervision de James Kabarebe. Il était jeune en ce temps-là, il avait, c'est pas 25 ans. Il a fait son travail, il a tué les Hutus comme jamais. Ils ont pris des bulldozers dans les forêts là-bas du Congo, ils ont enterré dans les fosses communes, ils les ont jetés dans le fleuve des ruisseaux. Terrible pour effacer les traces. Mais on voulait faire porter le chapeau à Laurent Désiré Kabila. C'est là où était le problème. Laurent Désiré Kabila a dit, niet, je ne peux pas porter ce chapeau-là moi-même. Je n'ai pas d'armée, ce sont les armées que vous m'avez données. Kabila connaissait les copes qu'ils ont fait dans le noir. Kabila a refusé. C'est-à-dire qu'il voulait que la chose, donc laver les Rwandais, qu'on dise demain dans l'histoire que c'est un Congolais, Laurent Désiré Kabila, qui a commandé pour qu'on puisse tuer les Hutus. Or, Kabila n'avait pas de pouvoir. Parce que quand ils venaient dans leur AFDL, ils ne s'étaient pas convenus que Kabila serait président au Congo. Non, Kabila est devenu président par ruse lui-même. Le plan était que si nous arrivons au Congo, nous prenons tout, Mobutu s'enfuit, nous allons mettre un comité de 9 personnes qui va diriger le Congo, établir une nouvelle constitution, faire une transition, changer tout, et puis on ira maintenant. C'était un collège qui allait diriger le Congo, afin d'aller aux élections dans une nouvelle forme qu'il voulait faire là. Kabila les connaissant aussi très bien. Comment est-ce que je peux arriver au Congo? On fait un comité de 9 personnes avec les Rwandais. Ah, Kabila a dit non. Ils ont tué beaucoup de gens autour de Kabila. Les Congolais Kivusiens, les Congolais Katangais, pour l'isoler d'abord, afin que tout ce qu'on va lui dire, Kabila va accepter. C'est pourquoi Kabila a fui. Très souple. Il est allé à Lubumbashi se mettre d'abord. Ouf, je suis Katangais, je suis chez moi. Et c'est à Lubumbashi que Kabila a surpris tout le monde. En disant que puisque Mobutu a fui, à partir d'aujourd'hui, moi, Laurent Désiré Kabila, je deviens président de la République démocratique du Congo. C'est à partir de ce jour-là que Laurent Désiré Kabila avait signé sa mort. Si vous ne le savez pas, maintenant vous le savez. Vous allez maintenant voir les vidéos. Prenez même les vidéos sur YouTube. Regardez, à partir du moment où Kabila est arrivé à Lubumbashi, il devient président. Regardez maintenant autour de lui. Il y avait une sorte de froideur. Vous allez voir les James Kabarebe à l'écart, les Rwandais qui l'entouraient là-bas avec les yeux. Vous allez voir les Bizima Kara. Il n'était plus content. C'est-à-dire Kabila dribla Gibango, il fallait l'éliminer. Même si Kabila a fait même 2 ans, 3 ans, c'était par la grâce de Dieu. On pouvait le tuer ce jour-là. Comprenez pourquoi Kabila avait même peur d'aller à Kinshasa. Il a fallu qu'on lui donne des garanties.
qu'il serait en sécurité. Mais comme ce sont les gens qui l'ont amené au Congo, il s'est fait président lui-même, contrairement à leur plan. Alors, faisons avec, c'est comme ça. Ils avaient peur, pourquoi Kabila était à l'intérieur. Kabila a attendu ce moment-là, parce qu'il est à Lubumbashi, c'est à l'intérieur du Congo. Un Rwandais ne peut pas me dire non, cause à la présidente. On va se battre, je vais dire, bah, Congolais, boya, bah, Rwandais, les Rwandais avaient peur. Mais ils utilisaient un peu de tact pour gérer Kabila, jusqu'à ce qu'ils auraient raison de lui. Ils sont allés à Kinshasa, il a prêté serment, tout ça. Comme je parle du docteur Denis Mukwege, qui est mon titre, j'ai tout fait ça, j'ai fait tout ce que je vous ai dit. C'est pour un peu vous rafraîchir le cerveau, la mémoire, pour que vous puissiez savoir ce que je vais vous dire à propos du docteur Mukwege. C'est-à-dire, si vous, ce que j'ai dit, ça vous a un peu, vous vous êtes rappelé un peu de certains petits faits rapidement là-bas. Alors, ils ont tué Kabila. Le Congo est resté dans la merde. Donc ces gens-là vont continuer à diriger le Congo comme ça. Et ils n'ont pas de perspective à l'horizon pour que les Hutus puissent revenir. Kagame n'acceptera jamais que les Hutus rentrent au Rwanda, même leurs enfants. Pourquoi? Il sait très bien, une démocratie la plus limpide, parfaite du monde, un Tutsi ne prendra jamais le pouvoir au Rwanda. Aujourd'hui, ils sont combien? Entre 11 millions et 12 millions de Rwandais, la population rwandaise. Un autre fait avant que je ne passe. Le génocide, on nous a dit, ça a tué plus ou moins 800 000 Tutsis. Mais quand vous suivez, il y a une chose qu'on ne disait pas aux gens. Les Français ont trouvé ça. Il y avait recensement au Rwanda quelques mois avant qu'il y ait génocide. Et vous savez, le système au Rwanda, c'était que qui est Tutsi, qui est Hutu. Ils avaient les résultats là-bas. Dans, je sais pas, les archives à Kigali, on savait il y a combien de Tutsis, il y a combien de Hutus. Ces archives-là, on les a pris par les Kagame et brûlés. Pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'au moyen de ces archives-là, le chiffre de 800 000 Tutsis qu'on nous donne, c'est faux. Parce qu'en ce temps-là, au Rwanda, il n'y avait même pas 800 000 Tutsis. La population rwandaise était un peu, donc, petite. Qui a gonflé le chiffre? Bill Clinton, avec les Américains. Ils ont tout fait. Donc tout ce qui se passe au Rwanda, c'est ce qu'on appelle des think tanks. Ces gens que vous voyez à New York, quand vous allez les voir là-bas, eux qui jouent le plan, donc le jeu des dames pour changer l'Afrique. C'est eux qui ont tout fait. C'est eux qui ont mis le chiffre. Ok, nous allons dire que 800 000 Tutsis seulement sont morts. Pas de Hutus dit non. Et pourtant c'est faux. Kagame a tué beaucoup de Hutus. La guerre n'a pas commencé en 94, 94. La guerre a commencé fin 90, début 91. Demandez, on va vous dire. Kagame avait déjà pris la moitié du Rwanda. Kagame tuait chaque fois. Kagame tuait et les Tutsis et les Hutus. Pour créer le désordre afin que les Américains puissent lui venir en aide. Et quand même, il a pris le pouvoir au Rwanda. Les Tutsis qui ont fait l'erreur de venir des autres pays là où ils étaient réfugiés, non pas Ouganda là où Kagame était avec ses amis. C'est Tutsis là avaient de la peine. Beaucoup ont fui. Et les Tutsis qui étaient au Congo, quand ils ont dit Tutsis a pris le pouvoir, ils sont allés au Rwanda, beaucoup ont fui. Pourquoi? C'était les Tutsis qui étaient bien éduqués, qui avaient beaucoup étudié, qui avaient tout. Les Tutsis du Congo, ils étaient bien. Les Tutsis rwandais du Congo, on les traitait très bien, de bonnes études, beaucoup étaient à la Jekamine, même dans le gouvernement de Mobutu, c'était des savants. Quand ils sont rentrés au Rwanda, par contre, les Tutsis qui étaient venus de l'Ouganda, c'est-à-dire la série de Kagame, c'était des ignorants. Ils n'ont pas beaucoup étudié, ils étaient des voyous, donc ils fumaient le chanvre. Lisez des livres, on va vous dire, je ne les insulte pas, c'est ça. Ils étaient complexés devant le Tutsi, leurs propres frères, mais venant du Congo. Et Kagame a toujours eu ce complexe jusqu'à aujourd'hui. Il n'a pas étudié, demandez. C'est pourquoi Kagame veut s'imposer maintenant par les armes. Tout Tutsi qui a étudié, tu viens avec des hauts doctorats, PhD, Kagame ne va pas te supporter. C'est-à-dire tu vas le contrôler. Comprenez pourquoi il tue beaucoup de Tutsis. Même le parent de la jeune fille qui est allée aux élections, hein, c'est Rugera.
Diane Rugera. Kagame a tué son père. Un Tutsi de chez lui. Pourquoi il a tué? Ce papa-là a aidé Kagame dans beaucoup de choses. Beaucoup d'argent. Un multimillionnaire. Il a aidé le FPR de Kagame. Il a aidé Kagame personnellement. Mais Kagame voulait le contrôler. Ce papa l'a dit non, moi je suis indépendant, j'ai trouvé mon argent d'une autre manière, je suis millionnaire de ma part. Kagame voulait l'incorporer dans le système de Kagame. Ça, c'est une autre vidéo que je ferai prochainement pour vous dire que, entre parenthèses, c'est ça la vidéo que je ferai, je ne sais pas quand. Tout ce que vous voyez au Rwanda, Kagame appelle des investisseurs qui viennent construire, faire tout au Rwanda. C'est Kagame qui contrôle tout dans une très grande société qu'on appelle Crystal Venture. C'est-à-dire toute activité qui se fait au Rwanda, les hôtels, les fermes, les champs, tout, c'est Kagame qui est maître. C'est-à-dire, tu ne peux jamais aller investir au Rwanda avant que Kagame ne t'enregistre dans Crystal Venture, qui est sa multinationale au Rwanda. Si tu as ta propre affaire au Rwanda, Kagame voit que tu as de l'argent, il te vise, il t'appelle dans une réunion. Amène ta compagnie dans Crystal Venture pour qu'il puisse te contrôler. Si tu résistes, ou bien il t'envoie en exil, ou bien il t'élimine. Comprenez pourquoi il a même détruit les hôtels du papa de Diane Rugera, tout ça. Jalousie, pour effacer le business de ces messieurs-là, qu'ils venaient de faire tuer par ces militaires. Donc vous comprenez ce que je vais dire, c'est une autre vidéo que je ferai pour vous dire Kagame, comment Kagame trouve l'argent. Ce qu'on construit au Rwanda, est-ce pour les Rwandais, est-ce pour les étrangers? Je ferai une autre vidéo avec des détails, je suis en train d'écrire, j'ai trouvé ça dans un website d'un Rwandais qui a travaillé avec Kagame pendant au moins 9 ans. Alors, mon problème c'est quoi? Maintenant, le docteur Mukwege, différent de tous les Congolais idiots que nous avons à Kinshasa, des politiciens, je ne sais pas comment est-ce que je peux les qualifier. Il a ouvert sa bouche. Parce qu'il a compris. Le docteur Mukwege a compris. Il est parmi les rares Congolais qui ont compris. Que aussi longtemps qu'on ne va pas soulever le problème du génocide du Congo, parce que les Américains font tout. Les Anglais, les Anglo-Saxons donc, Américains, Canadiens, les Britanniques, les Australiens, ce sont les gens qui sont derrière Kagame. Ils font tout. Donc, pour obstruer, pour cacher le génocide du Congo. Pour faire voir au monde que non, Kagame n'a tué personne au Congo. Ce ne sont que des petits morts qui tombent à gauche, à droite, tout ça. Ils font un grand travail de sape pour que cette information ne sorte pas. C'est pour cela tous les politiciens que vous avez à Kinshasa, ce sont des corrompus. Est-ce que vous avez déjà entendu les politiciens là à Kinshasa parler du génocide du peuple congolais? Non. Pourquoi? Parce que la majorité d'entre eux ont travaillé dans le système du Rwanda. Laurent Désiré Kabila était venu avec les Rwandais. Laurent Désiré Kabila les a rencontrés à Kinshasa. Après avoir échoué dans leur conférence nationale souveraine à décision non exécutoire. Les Congolais, quand ils se réunissent, je reprends encore, c'est pour trouver zéro solution. Comme ils sont en train de faire aujourd'hui. Il y aura encore un troisième acteur qui viendra entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila. Tu vois le bras de fer? C'était comme ça. Mobutu Tshisekedi, jusqu'à ce que Laurent Désiré Kabila est venu avec d'autres choses. Même si nous ne faisons pas attention, vous verrez un troisième acteur. Les Américains vont parachuter un troisième acteur qui viendra séparer Joseph Kabila et Félix Tshisekedi pour commencer d'autres choses. Et nous allons l'applaudir, croyant qu'il vient pour nous. Non, ce sont les Américains qui vont l'envoyer. Changer de visage, mais avec le même agenda. Alors vous comprenez, c'est ça. Laurent Désiré Kabila est venu, il a rencontré que nos papas zaïrois ont tout échoué sur tous les plans. Mais on a vu les opposants à Kinshasa. Kabila même, il est rwandais. Kabila Saliboye. Kabila vient avec des étrangers. Mais vous êtes toujours là, vous ne résolvez rien. Vous n'avez jamais de plan, vous les politiciens zaïrois. Depuis l'indépendance, les Zaïrois ne sont jamais entrés dans une réunion et sortir un jour après, 2, même 3 jours après, avec un résultat rapide là-bas qui change le Congo. Jamais! Mais ils ont eu même le courage de dire Kabila Memel Warandé. Si vous aviez bien travaillé dans votre conférence nationale souveraine, si vous aviez tout changé, vous aviez amené la démocratie au Zaïre,
Vous aviez Mobutu, donc, vous aviez accepté d'être sérieux afin de mettre Mobutu à côté gentiment. On n'allait pas avoir besoin d'une troisième personne pour venir faire une révolution au Congo. Parce que vous alliez déjà le faire vous-même en tant que politicien intelligent zaïrois avec vos doctorats. C'est parce que vous échouez dans tout que vous ouvrez les portes du Congo pour qu'un étranger vienne s'ingérer même dans vos histoires. C'était comme ça. Kabila ne pouvait rien réussir s'il avait donc cherché les Zaïrois. Traîtres les Zaïrois. Ils aiment trop l'argent et la distraction. Comprenez pourquoi Kabila était aussi content qu'on vienne avec des étrangers. Parce que les Zaïrois, ce sont des traîtres. Ils ne feront rien. Et ils continuent toujours à Kinshasa aujourd'hui. Ils ne réussissent en rien. C'est Tchoko seulement, costume, véhicule de l'État, les clés en main, l'argent, les femmes, distraction. Mais ils s'appellent politiciens. On est en train de prendre les territoires dans l'est du Congo. Quel genre de politiciens? Kabila est venu. Ils ont tous chanté tout ça. Mais quelques mois après, les mêmes gens qui condamnaient Laurent Désiré Kabila sont tous allés au Rwanda. Sont tous allés au Rwanda chez Kagame s'agenouiller. Etienne Tshisekedi était allé au Rwanda. Jean-Pierre Bemba s'est retrouvé dans les mains de Museveni. Tout ce monde-là, tous ces Congolais-là. Moi, je ne peux pas dire Kabila m'a mis le Rwandais. Tu as fait une erreur et je prends l'avion, je descends à Kigali pour chercher m'agenouiller devant Kagame pour qu'il fasse de moi un rebelle. Qu'est-ce que vous faites les Congolais? Mais ils n'ont même pas honte. Ils ne se sont jamais reprochés de rien. Kabila a cherché les Rwandais à midi pour changer le Congo. Parce que vous avez essayé de les changer vous-même. Kabila a cherché... Il n'a même pas cherché. Ça, c'est mentir. Ce sont les Rwandais et les Ougandais qui ont cherché Kabila pour faire leur mission au Congo. Ils voulaient faire d'une pierre deux coups. Chasser Mobutu et occuper le Congo. Mais Kabila aussi avait dit, ok, allons, moi je vais vous montrer que je suis ninja. Comprenez pourquoi il y a tout ce désordre au Congo. Tout ce monde qui est allé au Rwanda, en Ouganda, ce sont maintenant les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui. Ils ont trempé dans des tueries, dans des massacres, et même dans le génocide du peuple congolais. Ils ont volé beaucoup de richesses. Tous sont riches. C'est eux qui ont accepté, qui sont reconnaissants auprès des Rwandais et des Ougandais. Pourquoi? Ce sont les Rwandais qui leur avaient donné des armes pour faire le RCD, CNDP, M23. Les Congolais, ils sont allés chercher secours au Rwanda et en Ouganda après avoir dit que Laurent Désiré Kabila m'a mis le Rwandais. Tu dis comme ça et demain tu prends l'avion pour aller chez le même Paul Kagame pour devenir son rebelle. Et il y a honte parfois. Comprenez maintenant, avec ce désordre d'aujourd'hui, ce sont ces gens-là qui sont allés chez Kagame chercher du secours chez Museveni, qui ont aussi tué beaucoup de Congolais, qui ont pillé aussi le Congo. C'est eux qui sont au pouvoir à Kinshasa aujourd'hui. Comprenez pourquoi? C'est eux le blocage. Les Lambert Mende, Joseph Kabila, Azarias Rubero, qui est rwandais, pas congolais. Mais quand Azarias Rubero vous dit qu'il est congolais, vous acceptez, moi je ris. J'étais né au Congo. Mes chers amis, un petit exemple. Tu viens au Canada, tu mets ton enfant au monde au Canada. Il parle le français, je ne sais pas l'anglais. Tu rentres avec quelques mots de Swahili. Tu rentres avec lui au Congo. Le Swahili de l'enfant du Canada. Tu vas sentir ça. Que ça c'est un Swahili de l'Europe, hein, ou bien de l'Amérique. Le Swahili d'un homme mis au monde au Congo, qui grandit au Congo, vous allez savoir. Même entre nous. Le Swahili du Katanga et le Swahili du Kivu. Quand nous nous rencontrons comme ça, nous savons. Le Kivusien saura directement que Mak ni Katangais et on a seulement ma Swahili à chi, Turienda, Abukari, ni tout ça. Nous aussi, quand nous le voyons, nous disons, oh, quoi Kivu, ni lienda, ni liona, ni lisema, jama, non. Nous connaissons nous tous. Mais quand Azarias Rubero est en train de parler son français là-bas, est-ce que ça ressemble au français des Congolais? Pour dire qu'il était né au Congo, il a grandi au Congo. Son français d'abord le trahit. Ce n'est pas le français des Congolais. Azarias, Moïse Nyarugabo, leur français, ce n'est pas le français des Congolais. Moi, j'ai étudié à la Gécamine avec des enfants des Rwandais. Je peux même citer leur nom.
On était avec des Zoli là-bas, je peux citer le nom. Donc, ils naient au Congo. Leur papa avait fui la crise toujours du Rwanda. Je suis entré à l'école primaire avec les enfants des Rwandais qu'on venait de déposer au Congo. Leurs papas ont commencé à travailler à l'Éjekamine. Ces enfants-là, nés au Congo, grandis avec nous, ils parlent notre Swahili. S'ils sont au Katanga, Swahili du Katanga. S'ils sont au Kivu, Swahili du Kivu. Ils ont nos manières. Donc, ils mangent notre nourriture. Nous avons les mêmes manières, mais il est rwandais. Parfois, quand il retourne au Rwanda, on va dire, ah, ça c'est un Congolais. Mais regardez Azarias Ruberwa. Qu'est-ce qui est en lui qui montre que ce monsieur-là est né au Congo? Un Rwandais tout fait, mais c'est pas ces gens-là n'ont pas honte de mentir. C'est pour cela que, quand le génocide a commencé, il y a l'éditeur de la revue Time. Cherchez même online, entrez online. Donc, la grande revue des États-Unis, Time, qui a souvent la couverture rouge. On y met souvent les événements de l'année, l'homme de l'année, l'événement de l'année. On a mis la catastrophe du Rwanda sur la page avant. Qu'est-ce que l'éditeur a écrit? Quand il a vu ce qui s'est passé au Rwanda, donc le carnage, il a écrit que je pense que l'enfer s'est vidé de tous ces démons. Pour l'instant, tous les démons sont au Rwanda. Les gens sont comme les Azarias Ruberwa, les Moïse Naruga. Ce sont des démons. Le diable est là pour mentir. Ces gens-là, c'est leur culture. Ils n'ont pas honte de mentir. Azarias, tu le regardes comme ça. Est-ce qu'ils sont congolais? Hein, mon frère, dis la vérité. Est-ce que toi, il va te dire, non, congolais, un menteur tout fait. C'est leur culture. Ou Bwenge. Un Congolais, tu peux l'avoir facilement. Un Congolais peut te mentir aujourd'hui. Demain, il se contredit en parlant. Un Rwandais, quand il ment éternellement. Azarias, là où il est, il sait bien qu'il n'est pas congolais. Moïse Narugabo sait très bien qu'il n'est pas congolais. Ils ont seulement créé l'histoire là de Banyamulenge. Tout était calculé. Tout était prévu sur des papiers par les Américains. Même quand les Banyamulenge ouvrent la bouche là-bas, les Américains ont tout calculé. Nous allons créer une nouvelle tribu au Congo qui sera quoi? La source de discorde pour que le désordre ne finisse pas. Leur plan, c'est quoi? Pour que le Congo reste dans des conflits éternels. Et ces conflits-là vont permettre aux Américains de faire tuer les Congolais, de voler les richesses. Parce que si ces richesses du Congo, là, on pouvait les acheter, le Congo allait devenir l'un des pays les plus puissants et les plus riches du monde. Or, dans leur plan, il faut les prendre à $0, gratuitement. Gratuitement. Donc faites attention avec ces Azarias Ruberwa, Moïse Narugabo. Ce sont des Rwandais. C'est leur culture de mentir. Ce sont les fils du diable. Le diable vient pour mentir, détruire et tuer. C'est ce que la Bible dit. C'est ça. Regardez ce qu'ils font. Azarias, tu peux le regarder comme ça. Il n'a même pas honte. Il dit, je suis congolais. Il sait qu'il ment. Ah, vraiment, le diable a des incarnations sur la terre. Donc, je disais quoi? Les mêmes rebelles que Kagame a formés, les Congolais qui sont allés chez Kagame et Museveni pour devenir rebelles, ce sont ces gens-là qui bloquent tout de l'intérieur. Parce que si on soulève le dossier du génocide du peuple congolais, on ne va pas seulement juger Kagame et les Rwandais, tous ici. On ne va pas seulement s'intéresser à Museveni, l'Ougandais, et les autres Ougandais, les généraux de l'armée, non. Parmi les pages, on va ouvrir. On va voir les Jean-Pierre Bemba, il est là. On va voir Lambert Mende, son nom revient quelque part. On va voir les Congolais là-bas, les Tango Fort, il est là. On va chercher. Comprenez pourquoi? C'est cet amalgame de criminels congolais qui ont laissé le Congo pour aller chercher le sponsor de Kagame et de Museveni, qui nous bloquent de l'intérieur. Imaginez ces gens-là, vous, qui ont trempé dans le vol, dans le massacre des Congolais. Est-ce que vous êtes sûr qu'ils vont se tenir un jour, dire qu'il y a eu génocide au Congo, ils doivent accepter? Non, ils ne sont pas malades. Parce que tous seront épinglés. Tous, on va les faire passer devant la barre. Comprenez pourquoi il y a blocage. C'est pourquoi je parlais à un Américain. J'ai fait une vidéo, ce n'est pas il y a 2 mois. Qu'est-ce que cet Américain m'a dit? You are wasting your time, my friend.
You cannot win that war in the Democratic Republic of Congo. You need to clean up the inside. Vous n'allez pas gagner cette guerre au Congo si vous ne torchonnez pas, vous ne balayez pas l'intérieur. On nous asphyxie à partir de l'intérieur par nos frères congolais. Tout ce monde-là, FCC, c'est eux. Vous voulez que je vous dise quel langage? FCC, c'est eux. Il y a même un Américain qui a eu pitié de moi. Il a dit, non, vous attendez quoi? Prenez les armes, allez les tuer. Si c'était en Amérique, would have killed all those rubbish. Un Français aussi m'a dit, j'ai déjà fait une vidéo. 2 jeunes Français que j'avais rencontrés quelque part aux États-Unis, il y avait un colloque quelque part. Do you speak French? You're from Congo? Oh, votre pays, votre pays. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Mais pourquoi un homme doit dominer 80 millions de personnes? C'est bizarre, c'est parce que vous le voulez, vous les Congolais. Tu vois, 2 ingénieurs, grands frères et petites sœurs, ils étaient venus en Amérique en stage quelque part. Ils m'ont dit ça, j'ai eu honte, moi je suis plus âgé qu'eux. Prenez les armes, tuez les gens du FCC, c'est la guerre. Quelqu'un te tue, toi tu ne veux pas les tuer, tu vas négocier avec un criminel, mais vous faites quoi? Non, on répond par les tueries, par les autres tueries. C'est pourquoi on vous dit parfois, ces gens-là n'entendront que le langage des armes. Ne croyez pas que Lambert Mende va vous laisser le poste là, parce qu'il a trempé dans les génocides du peuple congolais. Pourquoi Jean-Pierre Bemba est faible? Bien que Jean-Pierre Bemba fait des tours. Oh, je vais faire ceci, l'opposition. Qu'est-ce qui le bloque? Il sait que si on commence à juger, Jean-Pierre Bemba va passer là-bas. Il a tué beaucoup de Congolais, il a pillé beaucoup de choses en Équateur. Jean-Pierre Bemba a fait transporter du bois, du café, beaucoup de choses chez Museveni. Il a fait transporter beaucoup de choses là-bas. Comprenez pourquoi il y a eu l'autre là qui était en Lamouga, il a fui en dernière position. C'est Nyamwisi. Nyamwisi, c'est l'homme de Museveni. Tout ce qu'il disait, c'est parce que les Congolais, nous sommes des naïfs et des tribalistes. Un Congolais, même ton frère, il est en train de mentir. Tu vas le supporter jusqu'à la fin. Nyamwisi, on l'a hébergé, logé, nourri, véhiculé par Museveni. Toi, tu penses que Nyamwisi va accepter que les choses changent pour qu'on puisse attaquer son sponsor Museveni? Non. Vous avez vu? Opposition, opposition, opposition. Martin Fayulu a gagné. Il a lâché Martin Fayulu en dernière position. Pourquoi? C'est parce qu'il y avait des négociations secrètes pendant le 21 jours où on a coupé l'Internet. C'est quand les kagamistes, les moussevenistes et les kabylistes, même les Mendela, tout ça, ils se sont rencontrés pendant le 21 jours pour mettre en place ce que vous êtes en train de voir. Et c'est eux qui ont choisi Félix Tshisekedi. Et quelques mois avant, Félix Tshisekedi était allé en Ouganda et au Rwanda. Félix savait déjà que c'est lui qui allait devenir président. On lui avait donné l'agenda, c'est pour sauvegarder nos intérêts. Vous comprenez pourquoi Félix ne peut pas vous mentir que, oh, il savait. Félix est là, c'est pour sauvegarder les criminels du Rwanda, les kagamistes, de l'Ouganda, les moussevenistes, du Congo, les kabylistes de FCC. Ne me demande pas comment est-ce que nous allons savoir que ce Congolais est un traître. Ils sont tous dans FCC. FCC, c'est les forces pour le chaos du Congo. Vous ne ferez rien avec ces gens-là. Ils n'ont pas surpris Félix Tshisekedi. Non, ils l'ont appelé. Que Félix ne mente pas que Naïba Guité. Non, Félix est un mauvais. Félix est un mauvais. Félix est un traître. Il va mal finir sa vie. On va commencer à se souvenir de lui comme un traître, un vendeur du Congo. Les étrangers nous disent, balayez tout le monde. Si vous balayez le Congo, les Banyamulenge sont au nombre de combien? Parfois, la stratégie de guerre, c'est quoi? Laissez ces Banyamulenge, ils sont moins nombreux. Ils sont au moins 1000, 1 millier, 2 milliers, ils sont très moins nombreux. Nous sommes 80 millions. Laissez ces gens-là d'abord, c'est une distraction. Attaquez Kinshasa. Balayez le FCC. Éliminez tous ces gens-là, politiquement, financièrement, physiquement, c'est la guerre. Quand il y aura chaos au Congo,
Kagame va prendre le téléphone pour appeler les Américains. Beaucoup vont fuir. Beaucoup vont fuir. Ils se jouent de vous. Pourquoi? Parce qu'ils vous tuent. Tout ce qu'on fait dans l'Est, c'est le FCC. Ils ont le numéro de téléphone. Je ne vous informe rien. Vous le savez. Tout Congolais le sait. Tout Congolais honnête le sait. Je ne suis pas en train de vous apprendre quoi que ce soit. Comprenez pourquoi ils n'ont jamais ouvert leur gueule, leur bouche, pour parler du génocide du peuple congolais, pour parler des massacres du peuple congolais. Pourquoi ils font partie du système. C'est-à-dire, si on pointe Kagame, Museveni, Joseph Kabila, c'est tout le monde. FCC, ils vont passer à la barre. L'ennemi est à l'intérieur du Congo. C'est eux qui collaborent avec tous les Tutsis de l'armée qu'on a fait infiltrer. C'est eux, ces gens-là. Donc la bonne stratégie, éliminer le FCC. Physiquement, politiquement, financièrement. Mon cher, c'est votre pays. Conseil gratuit d'un Américain. Tous les Américains n'aiment pas ce qui se passe au Congo. Il y a des Américains qui sont bons. Ils savent ce qui se passe au Congo, mais on ne viendra pas te sauver, Congolais, si toi-même tu ne te prends pas en charge. Je disais, comprenez pourquoi ces gens-là n'ont jamais parlé du génocide du peuple congolais. Félix Tshisekedi est venu les servir. Après avoir fait le tour du Rwanda, Ouganda, il est revenu s'asseoir. Félix savait déjà que toute la magouille, tout le théâtre qu'on est en train de faire là-bas, Félix savait très bien, c'était leur homme. Qui l'a amené là-bas? C'est Vital Kamerhe. C'est Vital Kamerhe qui a amené Félix dans la magouille là-bas. Donc si vous comptez sur Vital Kamerhe, vous ne foutrez rien. Très mabé, vrai traître, un vrai kagamiste ce garçon-là. Je sais que les Bâches vont dire, ouais, vous n'avez pas de leader. Cherchez quelqu'un d'autre. Vital Kamerhe a amené Félix Tshisekedi dans le bourbier. C'est pour cela qu'on ne peut pas l'arrêter. Tout ce qu'on est en train de faire, c'est du théâtre. Il est en prison, mais on continue à lui payer son argent, son salaire. Son salaire sort toujours. C'est la naïveté des Congolais. On sait qu'il dit Congolais, il faut qu'il ni théâtre, bien. Il veut réaliser quelque chose et ils tourneront la page. C'est novelas. Vous allez dire, Vital n'est pas arrêté. Hein? C'est un théâtre. Laisse tes cheveux blanchir, laisse pousser ta barbe masta. Hein? Hein? Sa femme là, la femme de Vital, touche l'argent. Elle touche le salaire comme auparavant. Alors comprenez dans quel blocage se trouvent les Congolais. Le mal est avec nous. On fait des bruits là-bas, nous pointons les Rwandais, oui. La stratégie de guerre, c'est éliminer le mal qui est au Congo d'abord. S'ils entendent que Kinshasa est en feu, Lubumbashi est en feu, Bujima est en feu, Kananga est en feu, Bas-Congo, je ne sais quoi là, tout ça, vous allez voir, ils vont fuir. Même les officiers rwandais qui sont là, 56 officiers. Qu'est-ce que représentent 56 officiers rwandais? Même 300, 500, devant 2 millions de Congolais. Ils vont fuir. Même quand ils viennent au Congo, ils viennent sur le bout des ongles. Ils ne croient pas qu'ils sont des idiots. Ils sont au Congo en attendant. Azaras Rubero, là où il est, il sait très bien qu'il n'est pas congolais. Il investit au Rwanda. Ça, c'est le théâtre qu'il vous fait parce qu'il sait que les Congolais sont tellement émotifs. Ils sont au Congo là en attendant. Beaucoup d'investissements d'Azaras Rubero, Moïse Nyarugabo et sont au Rwanda. Il peut même laisser sa villa là de Kinshasa. Il n'y a rien. Il a beaucoup d'argent au Rwanda et ailleurs. Il a déjà investi. Ils ne sont pas idiots. Comprenez maintenant pourquoi quand Denis Mukwege commence à insister, qui est même le titre de ma vidéo, mais pourquoi le docteur Denis Mukwege inquiète, dérange brusquement le pouvoir fantoche de Kagame et de Kigali? Parce que Denis Mukwege a touché le bouton qu'on ne veut jamais toucher en République démocratique du Congo. Les Blancs ont tout fait pendant beaucoup des années pour présenter Kagame comme il est la victime. Il vient de la tribu, de l'ethnie des victimes.
C'est-à-dire Kagame, eux ne font que se défendre contre les Hutus et les Congolais sont des mauvais. C'est-à-dire, eux ont le droit de se défendre. Ils ont appelé beaucoup de Rwandais, les injecter au Congo pour se faire Banyamulenge. Le théâtre. C'est la mission, le plan, le projet du chaos au Congo. Mukwege a dit, il n'y aura jamais de paix véritable entre la République démocratique du Congo et le Rwanda de Kagame. Si il n'y a pas l'instauration d'un tribunal international pour le génocide du peuple congolais, pour les crimes du Congo. Aussi longtemps qu'il tue, vous ne les touchez pas. Aussi longtemps que vous les Congolais, vous ne direz jamais à Kagame, sérieusement, que tu es assassin, c'est toi qui nous tues. On n'écoute pas la voix d'un Congolais de la rue. On prend au sérieux la parole d'un monsieur du gouvernement. Nous voulons que ce que le Dr Mukwege a dit, si le Congo avait des politiciens avec la tête d'un homme, pas la tête des animaux que nous voyons à Kinshasa, ils allaient dire. Donc le discours de Mukwege n'allait pas venir de lui, ça allait venir du gouvernement. Un homme du gouvernement allait lire solennellement un message. Nous avons l'intention d'améliorer les relations entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Pourquoi pas avec l'Ouganda aussi? Parce qu'il n'y a jamais eu d'ennemis éternels dans ce monde. Mais avant de le faire, les Congolais sont disposés. Mais il faut qu'il y ait d'abord restauration de la vérité. Il faut qu'il y ait donc la mise en place du tribunal international pour juger les crimes, le génocide qui a eu lieu, qui est en train même d'avoir lieu au Congo, du gouvernement. Si ces gens-là vous aiment, poussez. Tshisekedi, lis ce message. Si tu es véritablement, tu n'es pas l'homme de Kagame. Si Félix Tshisekedi, tu n'es pas l'homme de Museveni, lis ce message pour voir ce qu'on va te faire. Le FCC, si vous servez les Congolais, lisez ce message là, au Parlement. Si vous servez les Congolais, c'est le message dont nous avons besoin aujourd'hui. Mukwege a touché le bouton qu'il ne fallait pas toucher. Mukwege n'a pas cité le nom de James Kabarebe. Oh, Balobakana Lingala, Abouaki. Abouaki quoi? Les Kinois disent il a jeté une pierre dans l'obscurité. Hein? Abouaki Libanga na Molili. Mais, curieusement, au Rwanda, James Kabarebe a commencé à parler. Ah, Mukwege n'a pas cité le nom de James Kabarebe. Mukwege insiste pour qu'on puisse mettre en place un tribunal pour juger les crimes du Congo. Un point, un trait. Mais curieusement, James Kabarebe commence à parler, il appelle les journalistes. Mukwege, c'est un docteur qu'on est en train d'utiliser par les perdants, les organisations de mafia des malheureux qui ont perdu la guerre en Afrique centrale et tout ça. Non, Mukwege ne combat pas pour les Burundais et les Rwandais pour que tu dises qu'il a perdu la guerre. Non. Si c'est les Hutus qui ont perdu la guerre contre vous, ça c'est votre problème. Et le problème que nous avons au Congo, ce n'est pas notre problème. C'est un problème rwando-rwandais. Le problème des Tutsis et des Hutus qu'on a transféré sur le territoire congolais pour nous déranger. C'est ça. Kagame déteste les Hutus. S'il veut les tuer, pourquoi ne pas ouvrir les portes qu'ils rentrent pour qu'ils les tuent très bien au Rwanda? Pourquoi ils refusent? Toi, tu ne les aimes pas. On te donne l'occasion d'aller les tuer. Ouvre les frontières, que les Hutus entrent là, tu puisses les tuer au Rwanda. Mais Kagame vient les tuer au Congo. Il fait porter le chapeau aux politiciens congolais les plus idiots de la planète Terre. Kagame se cache. Mukwege a bien dit. Il a raison, le docteur Mukwege. Nous devons le soutenir, nous devons lui donner la main. Nous devons en parler, signer des pétitions. Malgré la mafia qui a fait qu'on nous chante qu'il y a eu 800 000 Tutsis qui sont morts au Rwanda. Or, s'ils étaient morts 800 000, on te dit qu'il n'y allait plus avoir un Tutsi au Rwanda. Selon, donc, le recensement qu'on a fait sur Abiyarimana. Le recensement qu'on a fait sur Abiyarimana, vous tuez 800 000 Tutsis, c'est-à-dire, on n'allait plus commencer à parler de Tutsis. La mafia encore. Nous ne disons pas que les Tutsis n'ont pas été tués. Ils vont encore prendre l'information, tourner. Non.
On a tué les gens de deux côtés. Mais ils ont agrandi le chiffre. 800 000 personnes tuées au Rwanda. Ce n'est pas seulement le génocide des Tutsis, c'est le génocide des Rwandais. Il faut corriger ces gens-là. Kagame profite de cette occasion, une occasion. C'est une aubaine qui lui a donné le pouvoir. On fait beaucoup de bruit comme ce n'est pas possible. 800 000 personnes. Alors, à combien plus forte raison, nous les Congolais, on te dit à ce jour où je suis en train de parler, on a déjà tué au Congo plus ou moins 12 millions de Congolais. Quand le rapport Mapping était sorti, ça parlait des histoires de 2001, 2002, 2007. C'est quand on parle de 6 millions. Hein? Ne confondez pas qu'on parle de 6 millions aujourd'hui, non. Le rapport Mapping a été travaillé sur une période de temps dans l'histoire de la guerre du Congo. Mais aujourd'hui, 6 ans encore après, 10 ans encore après, Kagame continue à tuer. Plus ou moins 12 millions de Congolais sont morts. Si au Rwanda, on tue 800 000 personnes, qui n'est même pas 1 million, ils ont fait un événement, quelque chose de grandiose. Ils ont fait trembler la terre. Mais à combien plus forte raison au Congo, 12 millions de Congolais. Mais on a des politiciens congolais, ils mangent, ils boivent, il va au travail avec son jeep, il revient, il salue sa femme. Mon cher, ce n'est pas la sorcellerie. Checkez dans les livres d'histoire. Les Congolais sont un peuple, le peuple le plus malmené du monde, le peuple qu'on a tué au monde, le peuple le plus martyrisé, le peuple le plus génocidé de l'histoire de l'humanité depuis que Dieu a créé ce monde. Il n'y a pas de peuple qu'on a tué comme le peuple congolais. Mettez-vous ça dans la tête pour voir comment ça fait mal. Quelqu'un discute de ça, c'est un malade mental. C'est un malade mental. On a parlé de la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. Je peux vous amener les listes. Hiroshima, Nagasaki, c'était 140 000 personnes. 140 000 personnes au Japon, bombe atomique. Allez chercher. 140 000, je ne sais pas, à Hiroshima, quelques mille là-bas à Nagasaki. Mais on fait des cérémonies jusqu'à aujourd'hui. Les Japonais ont fait des cérémonies. Récemment. 800 000 au Rwanda, qui n'est même pas 1 million. Kagame fait trembler le monde. On a tué les Juifs. Les Juifs. 6 millions seulement. Les Juifs en font un événement grandiose. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on cherche tous ceux qui s'étaient impliqués, de près ou de loin, dans le génocide du peuple juif. Comme on est en train de le faire pour le génocide des Rwandais. 800 000 seulement, qui n'est même pas 1 million. Mais à combien plus forte raison? 12 millions. Le peuple le plus génocidé de l'histoire de l'humanité. Même les anges, même les démons sont d'accord. Que le peuple le plus malheureux du monde, c'est le peuple congolais. Le peuple le plus tué du monde, c'est le peuple congolais. Mais on voit d'abord un Congolais qui est là. Il ne dit rien. Félix Tshisekedi prend la parole pour vous montrer que c'est un président laquais, valet, domestique des Rwandais et des Ougandais. Vous savez, les Rwandais et l'Ouganda aussi connaissent des problèmes là-bas. Souvent, l'insécurité vient du Congo. Il y a aussi les effets collatéraux. Les Congolais sont morts. On dit que Kagame a tué plus de 6 millions de Congolais. Ah, vous savez, ce sont les effets collatéraux de la guerre. Il lave Kagame. Nous, on attendait à ce que cette histoire du tribunal, pour que ça soit pris avec beaucoup de valeur, il faut que ça vienne du gouvernement congolais. Comprenez pourquoi ils ne veulent pas nous laisser le gouvernement, nous, le peuple congolais, dans nos mains. Ils ne font que parachuter les imbéciles, les idiots, les traîtres, les bourriques, pour les servir. Tout ce qu'il y a à Kinshasa, c'est pour servir Kagame, Museveni et consorts. C'est pour étouffer le dossier des génocides du peuple congolais. Il faut que ça vienne d'un homme du gouvernement du peuple congolais. Pas même d'un homme. C'est le président de la République qui doit faire de cette histoire
une priorité. Tshisekedi tremble. Quand on parlait de génocide au Congo, des tueries, vous savez, les Rwandais, parce qu'on l'a mis là-bas. Il est conscient qu'il travaille pour ces Rwandais-là. On l'a mis là par les Rwandais, vont le tuer. S'il change. Alors comprenez, le blocage se trouve à Kinshasa. Le blocage est à Kinshasa. James Kabarebe commence à divaguer. Mukwege n'a pas dit que James Kabarebe tu es inclus. Pourquoi James Kabarebe a commencé à parler? C'est pour vous dire que Mukwege a touché le bouton qu'il fallait toucher. Le bouton que les gens au gouvernement au Congo ne veulent jamais toucher sciemment, consciencieusement, parce que tous sont les complices des Rwandais. Mukwege a fait trembler James Kabarebe. Pourquoi seulement James Kabarebe va parler? Comme je dis en lingala, c'est comme si Mukwege a pris un caillou, même une pierre. Il a jeté seulement dans l'obscurité. Il nous faut un tribunal pour juger les crimes et les génocides du peuple congolais. Parce qu'on tue les gens, les Congolais, même à Kipupu, tout ça. Que ces gens qui les tuent soient traînés devant les cours des tribunaux. Mukwege jette seulement une pierre dans le noir. Mais curieusement, quelqu'un parle au Rwanda. Ah, qui s'excuse, s'accuse. C'est pour vous dire que Kabarebe s'accuse lui-même. Pourquoi Kabarebe va parler? J'ai vu des Rwandais, quand nous discutons de cette histoire sur Facebook, non, vous êtes malades, vous les Congolais. Est-ce que Kagame peut avoir peur de vous? Est-ce que James Kabarebe peut avoir peur de vous? Mais pourquoi il a parlé? Est-ce que Mukwege a mentionné son nom? Non. Kabarebe a peur. Pourquoi? Parce que c'était lui le commandant des opérations en République démocratique du Congo quand ils sont entrés au Congo. C'est-à-dire le premier officier militaire rwandais du côté du Rwanda. Pour ne pas parler du côté de l'Ouganda. Si on met le mapping report, le rapport mapping sur la table, sur les crimes qu'on a fait au Congo, on commence à lire les noms des officiers. Le premier officier qu'on doit épingler, qu'on doit convoquer dans ce tribunal-là, c'est James Kabarebe. Pourquoi? Je reprends, parce que c'était lui, le commandant des opérations en République démocratique du Congo, en ce temps-là. On a même fait de lui le chef d'état-major au Congo dans leur AFD quand ils sont venus. Comprenez pourquoi James Kabarebe a réagi. Ce n'est pas parce qu'il est un brave, ce n'est pas parce qu'il est Superman, non, il a peur. Mon père me disait, une grande personne, quand il a peur, il ne peut pas te faire voir, toi, le petit, qu'il a peur. Hein? La peur a beaucoup de noms, selon l'âge, la race. Un Américain qui a peur devant un Africain, il ne va pas te montrer qu'il a peur. Il va dire, we think now America need to protect itself, security issue. Pour un Américain, la peur, c'est la sécurité. Quand vous sentez un Américain dire sécurité, donc il a peur, il veut se protéger, on va le cogner. Un Français va dire peut-être, nous devons mettre en place une stratégie. Le mot peur peut être utilisé comme stratégie, sécurité, tactique, plan, mesure de précaution, tout ça. Donc, ne vous inquiétez pas, Congolais. James Kabarebe qui parle, c'est la peur. Parce qu'il sait ce que je viens de vous dire. Il sera parmi les premiers sur la liste. Des gens qui ont commis le génocide le plus ignoble de l'histoire de l'humanité. James Kabarebe a le sang de 12 millions de Congolais. James Kabarebe a le sang de plus ou moins 1 million de Rwandais, de Rwandais Hutus, qui ont manqué à l'appel. Le HCR a les listes. Ils ont tué les Rwandais Hutus comme ce n'est pas possible. Oh, les militaires, tout ça, non. Ils ont tué les hommes civils, les vieillards, les femmes, les enfants, même les bébés. Ils les ont tués sérieusement. Vous n'allez pas nous dire que ces bébés là-bas, c'était les Interam, non. Une femme là-bas, dans un camp de réfugiés, est-ce qu'elle est Interam? Un vieil homme là-bas qui se met là-bas en train de manger sa bouillie là-bas, c'est Interam. Ils ont tué sans pitié ces gens-là. C'est pour cela que si vous lisez les livres d'autres analystes sur ce qui est arrivé au Rwanda, ils disent qu'il y a eu génocide au Rwanda pour plaire Kagame. Ok.
si on a tué 800 000 Tutsis au Rwanda, toi aussi, Kagame, tu es entré au Congo, tu as tué 1 million de Hutus. C'est-à-dire donnant, kiff, kiff. Qui va condamner qui? Allez vous saluer, mettez-vous là-bas. Et la solution, c'est quoi? Il faut qu'il y ait le processus de réconciliation au Rwanda. Kagame ne peut jamais dire que non, c'est seulement les Hutus qui ont tué les Tutsis. Faux! Kagame aussi a tué les Hutus, plus d'1 million. C'est-à-dire, ils ont tous des choses à se reprocher. Qu'ils ne restent pas au Congo, qu'ils rentrent chez eux au Rwanda, qu'ils se mettent autour d'une table, comme en Afrique du Sud. Processus de réconciliation. Qu'ils se disent des vérités. Qu'est-ce qui fait qu'ils ne s'entendent jamais? Qu'ils promettent de changer, hein, tout ça. Qu'ils mettent en place de nouveaux mécanismes pour que plus jamais un Hutu, c'est selon ce qu'ils disent, ne tuera jamais 800 000 Tutsis. Pour que plus jamais un Tutsi, le régime de Kagame, ne tuera jamais plus d'1 million de Hutus à l'étranger, au Congo. C'est à eux de faire ça. Pourquoi Kagame refuse? Parce qu'il a l'esprit du chaos. Le chaos, c'est ce qui fait que le Rwanda existe. S'il n'y a pas de chaos, ils ne vont pas voler le coltan, ils ne vont pas voler l'or, ils ne vont pas nous contrôler. C'est le chaos. Le Kagame, c'est le produit du chaos et du mensonge. Kagame, quand vous le prenez là-bas, c'est le produit du chaos et du mensonge. Tout ce qu'il dit quand il ouvre la bouche, mensonge. Tout ce qu'il fait, c'est chaos. En commençant par le Rwanda. Il cause le chaos partout où il passe. Il tue sans pitié. Le défaut se trouve au Congo. FCC, c'est le nid, la tanière de tous les malfaiteurs, les animaux féroces qui nous bloquent. L'élection s'était faite là-bas. Pourquoi ils n'ont pas refusé, ils ont refusé d'aller? C'est-à-dire, le pouvoir, c'est leur seul moyen qui leur reste. C'est ce que les Anglais disent, to cling to power. Donc, s'accrocher au pouvoir. Donc, s'ils ne sont pas au pouvoir, ils vont qu'au Pagatambangu tous. Comprenez pourquoi Joseph Kabila ne sait où aller. Il est impliqué dans le massacre des Congolais. Tout le monde là, les Ntambwe Mwamba, on va les citer. Tous ce que vous appelez FCC, tous sont des criminels. Le seul moyen de résister, c'est dominer les Congolais, rester au Congo, parce qu'ils nous connaissent, ils nous dominent. Si nous les chassons, on va les ramasser par Interpol, le FBI, on va les ramasser dans le monde. Et Kagame va tomber directement. Parce que c'est eux qui font entrer les Rwandais. C'est eux qui collaborent avec les Rwandais, parce que tous, filières de malfaiteurs, la mafia, tous, ils sont en train de s'entraider au Rwanda, en Ouganda et au Congo, pour faire durer, parce que c'est leur seul moyen. Ce que pouvoir écueillir, mon cher Tokokima, qui va les faire fuir? Le peuple congolais. Si vous voulez changer la situation en Afrique centrale, chassez les FCC là. La Kabylie, ce qu'on appelait la Kabylie. Maintenant, Tshisekedi a rejoint. Vital Kamerhe a rejoint le groupe des mafiateurs. C'est-à-dire chassez et le FCC et Cash. Tous sont des malfaiteurs. Comprenez pourquoi ils vous ont amené Chabert. Vital Kamerhe est allé signer les accords Chabert, pas Chabert, sorry. Rwandais. Rwandais est venu au Congo. C'est le Rwandais là qui transporte les militaires maintenant pour les déposer dans beaucoup de points du Congo. Kamerhe a signé ça. Kamerhe a signé. Est-ce que c'est un Congolais? Posez-vous maintenant des questions. Félix Tshisekedi peut chanter de midi à 14 h. Les talibans peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Félix est un traître. Comprenez pourquoi? Il n'a rien. C'est ça le rôle. On lui a donné ce rôle-là pour servir les envahisseurs du Congo. C'est fini. Il ne vous le dira jamais. C'est vous, faites un malin pour dire Mzé, ah oh, c'est fini. Ce monsieur ne foutra rien. On ne le fera jamais partir. Tout ce qu'ils font sur le théâtre, sur le théâtre, parce qu'ils savent que les Congolais sont des idiots. Les Congolais sont amorphes, voilà. Un Congolais, tu le voles comme ça. Hein? Tu entres dans sa maison, tu voles. Tu sors comme ça. Il vient, il commence à te voir, tu commences à mentir. Hey, hey, maman, Aza malade. Congolais va te laisser. Non, Aza malade, hôpital. Tu arrives là-bas, tu fouilles. C'est ce qu'ils sont en train de nous faire. Donc, soutenons le docteur Mukwege.
Insistons sur le sujet qui est le génocide du peuple congolais, qui est l'œuvre des Rwandais kagamistes, des Ougandais moussévénistes et des Congolais FCC Cash. Tous maintenant sont là. Nous avons du grand travail. Supportons Mukwege. Appuyons sur le bouton du génocide du peuple congolais. C'est ce qu'on ne veut jamais entendre parler. C'est la compétition. Sur leur génocide de 800 000 personnes, ils en font un fonds de commerce. Maintenant, quand nous allons montrer notre génocide aux yeux du monde, on va dire « Ah, Kagame !» Comprenez pourquoi Kagame tremble. Comprenez pourquoi James Kabarebe a sué. Il a invité même les médias pour dire « Non, non, c'est un mensonge. » Si pour 800 000 personnes au Rwanda, il y a 1 minute de silence chaque année, imaginez maintenant pour 12 millions de Congolais morts, il y aura combien de minutes de silence au Congo chaque année, même dans le monde entier. Je pense que le monde va rester muet éternellement. Et sur ce, je vous remercie. Que Dieu bénisse le Congo, que Dieu bénisse les Congolais. Ne jamais trahir le Congo. L'ennemi a attaqué en première position est là avec vous à Kinshasa. Je vous aime tous. Bye.